Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Jacques Messéca. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques est associé chez Franklin. Vous êtes spécialiste en fiscalité patrimoniale et fiscalité des dirigeants pour une clientèle française et internationale. Vous avez également développé au fil des années une double compétence juridique et fiscale dans le domaine du sport. C'est exact. Très bonne présentation. Jacques, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat ? C'était il y a bien longtemps. J'ai une sœur qui est déjà avocate et qui est mon aînée, et j'ai un grand-père qui est avocat aussi. Mon père était expert comptable, donc je pense avoir baigné un petit peu dans toutes ces matières-là. Je me souviens recevoir le journal des sociétés à la maison, c'était toujours un peu étonnant, donc je le lisais de temps en temps sans rien comprendre. Et je voyais ma sœur qui a développé cette pratique-là, qui finalement ça me plaisait, on en a pas mal discuté. Mon père, il y avait aussi une formation juridico-financière. Et ça me semblait être j'étais pas très scientifique, faut le dire. Ah oui. Et beaucoup plus ouvert sur les matières économiques et sur les matières un petit peu environnantes. Je connaissais évidemment pas du tout le droit à l'époque, mais voilà, ça s'est imposé un peu de manière naturelle. Je dis pas qu'il y avait peut-être une raison un petit peu familiale, mais c'était un ensemble de choses. Et puis au fil de l'eau, j'ai découvert un certain nombre de matières plus ou moins amusantes. Les premières années sont quand même un petit peu plus arides que quand on commence à faire son choix, ce qui était à l'époque, non pas les M1, les M2, mais la licence et la maîtrise. Et puis petit à petit, on le verra tout à l'heure, je me suis concentré sur une matière qui m'a plus intéressé, qui me semblait combiner pas mal de sujets juridiques, économiques, financiers, les chiffres, pas les maths, parce qu'on pense que quand on est fiscaliste, on est bon en maths. C'est vrai, pas nécessairement c'est pour ça que j'étais étonnée. Mais c'est pas nécessairement la raison d'être. Mais il y avait une combinaison de matières qui ont fait que j'ai choisi ce métier-là et je l'ai jamais regretté. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur votre parcours académique aussi ? Les grandes étapes clés, on va dire, pour après aller jusqu'à cette association finale chez Franklin. Et puis, vous l'avez un petit peu abordé, mais pourquoi cette spécialité-là ? Parce que vous avez fiscalité, mais aussi le sport. Donc, peut-être que ça va être éclairé dans votre parcours. En fait, j'ai eu, sans revenir au calendrier grec, j'ai eu la chance de faire mes études dans 3 facs différentes. C'est-à-dire j'ai commencé à Sceaux, qui était pas très reconnu, mais extrêmement exigeant. Donc, ça formait pas mal. J'ai continué à Assas pendant 2 ans. Et j'ai fini à Dauphine, avec un petit passage des JCE, mais finalement, je suis revenu à mes premières amours, qui étaient exclusivement la fiscalité. Mais ce qui était intéressant dans ce parcours, c'était qu'on avait déjà beaucoup de fiscalité en asso, ce qui n'était pas le cas ailleurs, puisqu'on en faisait en 2e et en 3e année. Donc, quand je suis arrivé ensuite en 4e année à Assas, on a approfondi la matière pour finalement me spécialiser dans un 3e cycle en fiscalité. Et la logique était que je continue dans un cabinet exclusivement fiscal. Et j'ai eu la chance de rentrer, et je considère que c'est une vraie chance, et je vais vous expliquer pourquoi, dans le cabinet qui n'existe plus, mais qui était Arthur Andersen, qui à l'époque était une vraie... une machine de guerre, en fait, qui fonctionnait. On était à peu près 600 avocats, 300 juristes, 300 fiscalistes. Et les dossiers étaient magnifiques. Le mode de formation était assez exceptionnel. C'était exigeant. C'était exigeant, mais c'était par étapes. C'est-à-dire qu'on commençait junior, on passait senior au bout de 2-3 ans, ensuite manager, c'est-à-dire qu'on avait un portefeuille de clients qu'on gérait pour le compte du cabinet sous la supervision d'un associé, et ensuite on pouvait passer associé en fonction d'un certain nombre de critères et de qualités. Mais à chaque période de vie professionnelle était attachée de nouvelles responsabilités ou un développement. C'est-à-dire que sur les 2 premières années, vous étiez collaborateur, vous faisiez des recherches, vous rédigiez des notes, etc. Au bout de 2 ou 3 ans, vous passiez ce qu'on appelle senior, ce qui était vraiment un grade interne important, mais bon, à l'extérieur, ça signifiait pas grand-chose, mais en interne, c'était vraiment une étape, et notamment parce qu'à partir de cette étape-là, vous pouviez réaliser ce qu'on appelait des revues fiscales. Donc, vous alliez en compagnie de l'audit dans des entreprises et vous revoyiez leur situation fiscale une fois par an. Donc, ça, c'était extrêmement formateur parce que vous aviez 3-4 ans de cabinet, 3 ans en général, et vous alliez voir des directeurs financiers, des dirigeants d'entreprise, et vous leur indiquiez quelle était la règle fiscale, où vous combiniez avec votre responsable manager ou associé, vous combiniez et vous assuriez du respect de leurs obligations fiscales, où vous discutiez d'un certain nombre de choses. L'objectif était non seulement de répondre à la demande de l'audit dans le cadre de la certification de leur compte, mais également de commencer à nouer une relation commerciale avec un client que vous ne connaissiez pas il y a encore quelques heures la plupart du temps. Donc, il y avait un double objectif qui était de servir l'audit et le client
dans sa certification annuelle des comptes, mais également, le cas échéant, de pouvoir, il n'y a pas d'autre terme, vendre des missions complémentaires. Oui, créer une relation pérenne. Créer une relation commerciale avec des clients, surtout qu'en général, on avait un portefeuille de revues fiscales un peu identique d'une année à l'autre, donc on pouvait approfondir. Et ça pouvait être soit une PME dans le Jura, il m'est arrivé, j'ai le souvenir d'une PME industrielle, ou ça pouvait être des grands groupes comme Air France, etc., qu'on allait auditer avec là, ça peut être des revues qui duraient 2-3 semaines. Donc, il y avait ce premier niveau, j'ai passé quasiment 10 ans, et cette formation initiale, en fait, m'a appris mon métier. Ça apprend son métier. On est dans des structures internationales, donc on a des relais avec l'ensemble des bureaux du monde entier. On a des process internes qui sont similaires. On a des modes de fonctionnement qui sont similaires. On a des modes de recrutement qui sont similaires. On a des échanges réguliers au même niveau. C'est-à-dire, quand vous êtes junior, vous rencontrez les juniors d'autres bureaux régulièrement. Vous échangez quotidiennement avec d'autres bureaux étrangers. Donc, il y a cette interaction permanente. Et il y a surtout un sort de phasage de la formation qui fait que un jeune collaborateur, on lui assigne telle et telle tâche, telle et telle mission de supervision, de revue. Au début, on est complètement supervisé, puis petit à petit, on apprend à superviser. On apprend également à ne jamais aller en réunion sans être prêt. C'est rien, mais c'est très formateur. On apprend également à bien relire nos documents, à proposer des choses. On n'est pas infantilisé, c'est juste qu'on est formé par étapes. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça permet ensuite de se lancer un petit peu vers d'autres cabinets si on a envie, ou de poursuivre dans ce genre de cabinet avec une progression qui est en général linéaire vers l'association et la gestion d'un portefeuille. Arthur Andersen permettait à cette époque-là déjà de gérer un portefeuille au niveau manager et de le gérer soit en le développant soi-même, soit les autres associés ou les autres managers vous attribuent un certain nombre de dossiers quand vous progressiez à ce niveau-là. Donc, on avait une vraie balance entre la volonté de développer et la capacité de développer que laissait le cabinet pour le compte du cabinet, et par ailleurs les dossiers, on va dire, transmis par les associés du cabinet ou gérés pour leur compte en coopération avec eux. On était également supervisés et également en coopération avec l'associé. Mais et à ce moment-là, vous avez vraiment votre portefeuille de clients. Donc, vous assurez le travail technique, vous assurez la supervision, vous assurez la délégation, vous assurez la facturation et vous assurez le recouvrement. Et vous assurez la gestion de votre premier client qui est l'associé au sein du cabinet. Donc, c'est vraiment très, très large. Ça a l'air d'être effectivement une très bonne école. Comment est-ce que vous avez géré, du coup, ce double aspect, on va dire, vous avez parlé, par exemple, du fait de faire un audit pour un client, mais aussi essayer de faire de la vente additionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile chez vous en termes d'apprentissage? Parce que justement, on dit parfois que cet aspect un peu commercial, on va dire, n'est pas forcément très inné ou très facile à acquérir chez vos confrères. Oui, mais je crois que tout est dans la relation humaine, en fait. Je crois qu'à partir du moment où on développe... Moi, j'avoue que j'aime bien d'abord m'intéresser au business des clients. Essayer de comprendre ce qu'ils font, où ils en sont, comment va le business, comment ça se développe, qu'est-ce qu'ils font. Un de mes dossiers les plus intéressants, c'était une filiale à l'époque d'un groupe industriel qui était dans l'enfouissement de déchets. Bon, a priori, on peut se dire que c'est pas extrêmement intéressant, sauf que quand ils vous expliquent qu'on passe d'une poubelle à de la géothermie et qui vous montre quels sont les différents éléments du processus, quand vous rentrez à la maison, vous vous sentez non pas plus intelligent, mais plus enrichi de cette matière-là. Et c'est grâce aussi à la compréhension de leur activité qu'on peut réagir sur un certain nombre de sujets dans la revue de contrat, dans la revue d'analyse. Si on n'a pas bien compris le business, je pense qu'on est moins bon dans l'analyse parce qu'on est extérieur, on n'est pas pragmatique, on n'est pas... on peut pas se dire « Ah oui, mais là, il va se passer telle et telle chose et à tel moment anticiper. » Donc, je pense que le premier élément dans la construction de son business case avec un client, c'est déjà... Et c'est pas de la flagornerie, c'est vraiment s'intéresser à son business, se dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et il y a plein de business dont on peut penser qu'on sait comment ça marche,
quand vous intéressez un banquier, il est soit banquier emprunteur, soit de la dette, soit banquier privé, soit banquier en private equity. Voilà, vous avez tout un environnement déjà qu'il faut comprendre. Vous êtes dans telle industrie, comment ça va se passer, j'avais beaucoup travaillé pour des sujets également dans le domaine de l'eau, et on accompagnait pas mal de clients dans le domaine de l'eau, et ils répondaient à des appels d'offres franco-étrangers, et il faut déjà comprendre comment nous, on intégrait la dimension fiscale dans leur appel d'offres. Et si on n'a pas exactement bien anticipé ce qu'ils sont en train de vendre, c'est-à-dire en fait le coût d'un mètre cube de production d'eau dans un environnement particulier qui peut être une fois la ville de Lyon, une fois la ville de Varsovie, on intègre différemment le paramètre fiscal, et on est obligé de l'intégrer dans un processus plus large. Donc, je pense que le premier élément, c'est déjà essayer de comprendre et de s'intéresser à l'environnement économique et au métier. Une fois qu'on a créé en fait cette interaction et qu'on peut finalement bien comprendre ce qu'il fait, je pense que nos questions deviennent un peu plus pertinentes. Et on peut se dire, tiens, je pense à un exemple annexe. Si votre client vous a expliqué qu'ils sont passés d'un produit A à un produit B, et que ce produit B a une vraie innovation technologique, à quoi ça peut vous faire penser en matière fiscale? C'est peut-être le crédit d'impôt recherche. Mais si vous n'avez pas en amont compris il ne nous a pas renseigné qu'il y avait un produit A, on est passé à un produit B, et qu'il y a peut-être eu un élément technologique entre l'un et l'autre, la réflexion de notre part de penser au crédit d'impôt recherche est peut-être plus difficile. Donc voilà comment on arrive petit à petit à se dire, je crée la relation humaine, j'essaye de comprendre la nature de l'activité et la façon dont notre interlocuteur s'inscrit là-dedans, et ensuite on essaye, nous, alors un mot un peu galvaudé, mais la boîte à outils, en se disant, tiens, il y a tel et tel, nous on travaille par type d'impôt, et à l'intérieur de tel et tel type d'impôt, on va avoir une déclinaison de réflexion en se disant, tiens, là j'ai une charge déductible, là j'ai un produit imposable, là j'ai qui va être le redevable de l'impôt, est-ce que ça va être en France, à l'étranger, quels sont les risques, et comme ça on peut décliner les choses, intéresser aussi peut-être notre interlocuteur à notre problématique fiscale. Donc c'est une interaction entre leur métier, notre métier, la présentation, l'écoute. Alors ça paraît simple, hein, mais écouter, je pense que c'est déjà c'est essentiel. Essentiel et une bonne base. Voilà, donc le processus se fait comme ça. Et alors, il y a parfois aussi une répétition, c'est-à-dire qu'on a vu un point ailleurs et ensuite on essaye de le dupliquer. Ou alors il nous fait réfléchir à tel et tel positionnement de ce point fiscal dans une autre démarche. Et puis petit à petit, donc là je reprends un peu le fil de ma carrière. Donc j'ai fait plusieurs années dans ce cabinet-là en évoluant à différents niveaux. Et j'ai été appelé à l'époque par ce qu'on appelait les cabinets de lawyers, c'est-à-dire les cabinets exclusivement qui n'étaient pas rattachés ou qui n'avaient pas de lien avec un cabinet d'audit. Et là, c'était une vraie découverte, puisque moi, j'étais dans un environnement où il y avait quasiment 300 fiscalistes, donc on parlait de fiscalité, nos alter ego n'étaient que fiscaux ou n'étaient que des fiscalistes. C'est pas réducteur, mais on était dans un environnement à peu près similaire. Et là, donc, je découvrais des gens qui m'entouraient. L'un faisait du droit social, l'autre du droit bancaire, l'autre du contentieux, l'autre de l'arbitrage international. Donc, je devais intégrer quand il y avait des dossiers communs, je devais intégrer des points fiscaux dans une analyse plus large d'un dossier. Et même si le point fiscal me semblait le plus important, peut-être qu'il n'était pas en réalité, peut-être que ça n'allait pas être le point décisif pour finalement aboutir à une solution ou à la définition d'une stratégie. Donc ça, c'était une évolution assez forte qui était de se dire, tiens, je passe d'un environnement où la seule question est fiscale et on me pose une question sur un domaine de la fiscalité, j'y réponds, à intégrer une problématique ou une question fiscale dans un environnement qui n'était pas nécessairement, et avoir des richesses de profils aussi complètement différents. Et puis j'ai commencé, alors Arthur Andersen était un cabinet américain, mais quand même très franco-français, et puis après j'ai fait cabinet américain et cabinet anglais, et là on découvre aussi d'autres choses, d'éléments de culture en fait. Il faut décrypter la culture du cabinet, décrypter l'environnement,
Vous avez de plus en plus là d'avocats étrangers qui travaillent avec vous, mais pas en relais, mais directement dans le bureau. Il y a plus d'échanges. Alors, je dis pas que c'est plus ou moins vivifiant, c'est juste que la population avec laquelle vous travaillez, avec laquelle vous interagissez est différente. Et la politique est peut-être un petit peu plus présente aussi parce que nous, on est dans mon premier cabinet, le cabinet était assez autonome, assez autonome. Dans mes cabinets suivants, on avait une imprimature du siège ou des sièges intermédiaires européens lorsque c'était un cabinet américain qui était peut-être un peu plus forte. Donc là encore, vous apprenez autre chose. Vous apprenez la politique interne, vous apprenez à gérer des dossiers qui sont les dossiers en référol du réseau, qui ont une importance extrême pour le réseau, peut-être un peu moins pour vous en termes de gestion quotidienne ou en termes d'honoraires, mais vous devez vous impliquer de la même manière pour des honoraires qui sont parfois assez réduits, mais parce qu'il y a une importance au niveau global et au niveau mondial du cabinet. Donc voilà, chaque cabinet en fait vous apprend un certain nombre de modes de fonctionnement, de réaction, d'interaction et de stratégie politique aussi. Oui. Donc il y a tous ces éléments-là qui font on aboutit à avoir une vision assez cohérente de la façon de gérer son activité. Et puis ensuite, mes 2 derniers cabinets sont des cabinets français indépendants. Et là, j'avoue que c'est un changement. Il n'y a pas de jugement de valeur entre des cabinets internationaux et des cabinets français. Par contre, le cabinet français présente l'avantage d'une certaine souplesse. Par rapport à quoi? Dans les process de fonctionnement, c'est beaucoup plus souple. Le processus décisionnel est beaucoup plus rapide. Oui, je me doute. On peut échanger beaucoup plus rapidement. Les cénacles de décision sont plus évidents, sont plus souples. Les référentiels aussi de décision interne, un certain nombre de processus opératoires, l'impact du write-off, l'impact des choix des budgets, les augmentations, les revues annuelles, la gestion de son équipe. Je trouve qu'on a une capacité, je trouve qu'on a beaucoup plus la main sur son activité, son développement, sa production, ses investissements, ses choix de fonctionnement par rapport à un dossier. Encore une fois, pas de jugement de valeur, mais une forme de souplesse réelle d'un mode où on est encadré par des règles qui sont des règles globales au sens mondial la plupart du temps, par rapport à un cabinet qui va avoir un bureau parisien plus centralisé et avec une relation avec les associés qui est un petit peu différente aussi, puisque c'est, on va dire, peut-être plus sa maison que la maison d'un autre ou des autres. Donc l'évolution s'est faite naturellement dans mes 2 derniers cabinets vers un modèle plus français, plus resserré autour d'une équipe d'associés que vous pouvez choisir, que vous pouvez avec laquelle vous allez approfondir un petit peu plus la relation et sur lesquels, je crois, il y a peut-être une construction de relationnel un petit peu différente, un petit peu différente, et surtout on a une construction de clientèle, je pense, qui est un petit peu différente dans un certain nombre de cabinets dits internationaux. Vous avez un certain nombre de référents assez importants qui peuvent parfois vous appauvrir à titre personnel en termes de capacité de développement personnel, puisqu'il y a un apport qui est très important, ce qui est très intéressant en termes de développement de chiffre d'affaires, qui peut être un peu moins intéressant en termes de développement personnel. Et faut pas se leurrer, d'assurance vie aussi. Si le cabinet a un problème, si vous voulez évoluer vers d'autres structures, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre l'apport interne, ce qu'on recherche tous, et la capacité à maintenir un développement personnel. Alors, c'est pas d'être égoïste et de se dire je développe mon propre business, c'est simplement de pouvoir aussi se tester régulièrement dans sa capacité commerciale, dans sa capacité de développement, dans sa capacité de faire grandir sa propre équipe, et de se dire que
au-delà du nom du cabinet, on peut développer aussi une pratique personnelle. Tout à fait. Il y a énormément de choses intéressantes dans ce que vous avez dit qui font même écho à des questions que j'aimerais vous poser après. Mais c'est vrai que je pense que même au regard de ce que vous avez dit par rapport à votre parcours, le fait d'avoir cette double expérience en cabinet internationaux et en cabinet français, ça vous a apporté énormément de choses dans le quotidien, en fait, même peut-être en prise de recul ou des idées par rapport à certains objectifs du cabinet que vous pouvez donner parce que justement vous avez ce recul-là aussi. Alors, ça crée un réseau déjà, et c'est un réseau très intéressant parce que par cet effet de masse que j'ai pu connaître dans différents cabinets, mes différents contacts ou mes différents interlocuteurs à l'époque se sont essaimés soit en entreprise, soit dans différents cabinets. Donc ça permet... En termes de recrutement, c'est intéressant, d'anciens associés que l'on peut solliciter. En termes de technicité, c'est important parce que vous êtes capable aussi de spotter, d'identifier bien les différentes spécialités des uns des autres qui sont chez vous ou ailleurs. Et puis, ça donne une palette d'interventions, une palette de choix, une palette d'expérience en termes de management, en termes de délégation, de supervision, de mode opératoire. Je prends un exemple, j'ai connu des cabinets où le collaborateur, l'évaluation du collaborateur se faisait de manière extrêmement précise, chiffrée et documentée. C'est ce qu'on appelle les fameux camemberts. Tant de taux de chargeabilité, tant de taux d'utilisation, en dessous d'un certain ratio... le voyant rouge s'allumait, le voyant orange s'allumait, le voyant vert s'allumait. Voilà. Et on sait ce que ça peut créer en termes de stress. de stress en fait du manager et du stress aussi du collaborateur. Du collaborateur. On sait comment c'est géré aussi au niveau central du cabinet, mais bon, c'est des cabinets qui étaient extrêmement importants en termes de nombre, donc il faut des process, ça je peux le comprendre. Mais c'est vrai qu'ensuite, quand vous rentrez dans des cabinets où vous intégrez des cabinets qui ont une gestion un petit peu plus souple, un petit peu plus quotidienne, on va dire, et un petit peu moins chiffrée, vous gérez ça de manière un petit peu différente, puisque ce qui est important d'abord dans ce moment-là, c'est de vérifier s'il est occupé. S'il est occupé, s'il n'est pas occupé, c'est peut-être votre responsabilité. S'il n'est peut-être pas occupé, c'est peut-être sa responsabilité. Mais se dire il y a 72% de taux de chargeabilité versus 105 versus 84, le ratio est plus souple, moins important, et vous apprenez à le gérer de manière absolument différente. Et je pense que vous transmettez également moins de stress. Et dans votre quotidien, vous n'êtes plus du tout dans cette appréciation. Je comprends les process, ils ont dans un certain nombre de niveaux de structure leur importance et leur intérêt. À l'expérience, on peut rechercher un moment de la souplesse. Et la souplesse permet en fait de se concentrer sur deux aspects, le technique et le commercial. Donc c'est et un peu l'humain, mais bon, tout à fait. on essaye évidemment d'être humain dans ce métier-là, même si au quotidien c'est pas toujours aussi évident il y a un niveau de travail important, il y a un niveau de technicité important, il y a un niveau de rendu important, il y a les réunions et les calls qui s'enchaînent, etc. Maintenant, il est évident qu'on travaille exclusivement sur de la matière humaine, que ça soit avec nos clients, que ça soit avec les gens du cabinet, que ça soit des techniciens, des avocats, des administratifs, donc tout ça c'est de la matière humaine, et ensuite nos collaborateurs qu'il faut intéresser au dossier, qui participent au processus de captation et de production, et ensuite qu'il faut pouvoir intégrer dans le processus de décision de la stratégie, de décision de la rédaction, et le plus souvent possible aussi en termes de gestion de réunion. C'est important qu'ils puissent nous accompagner à ce moment-là. Mais ce glissement doit être plus agréable quand on part d'une structure qui a beaucoup justement de protocoles, peut-être de règles plus strictes, vers une structure plus souple que l'inverse. Je vous le confirme. J'imagine que l'inverse doit être un petit peu plus abrupt. Mon processus a toujours été dans ce sens-là. Oui. Mon processus a toujours été dans ce sens-là. C'était pas volontaire, mais c'est vrai que d'une structure à l'autre, ça doit être intense. D'une structure à l'autre, quand on s'aperçoit que les processus décisionnels sont plus rapides, plus immédiats, que l'on peut, on n'a pas besoin d'une assemblée générale pour décider de quelque chose, ou en tout cas initier
la réflexion sur un processus et que ça peut se faire en croisant un ou deux associés à tel ou tel endroit. Je dis pas, j'oppose pas une rigueur absolue des cabinets internationaux par rapport à une souplesse. Je pense que les deux apprennent énormément de choses. Voilà, il y a un mode opératoire intermédiaire à trouver entre des processus, des règles, des modes opératoires. Par exemple, le KYC, Know Your Client, etc., tous les process, vous avez des processus dans certains cabinets qui sont extrêmement rigoureux et vous avez des processus dans d'autres cabinets qui respectent les règles, mais qui permettent, moins dans le détail. Mais qui permettent d'avancer beaucoup plus facilement. J'ai un exemple flagrant. Je travaillais dans un cabinet pour un fonds d'investissement qui émanait du Golfe. C'est un fonds souverain. Et la personne qui s'occupait de la vérification du process de KYC m'a demandé de fournir une facture d'électricité du client dans son pays. Je lui ai dit deux choses. Dans son pays, l'électricité est gratuite, donc il n'y a pas de facture. Et deuxièmement, le bénéficiaire ultime du client, c'est le chef d'État. Donc, je ne vais pas aller demander au chef d'État. Et on m'a répondu, il faudrait que cette personne vienne signer dans l'un de nos bureaux tel et tel document. Je lui ai répondu de nouveau, c'est un chef d'État. Donc, on a trouvé un mode opératoire intermédiaire. Mais voyez, on peut arriver parfois à des situations qui sont un petit peu ubuesques. Bon, évidemment, je force le trait, mais ça m'est arrivé. Alors que parfois, on va dire, on a eu tel document, tels éléments, on regarde sur un certain nombre de listes, on a un certain nombre de documents, on fait un conflict check interne, donc une vérification interne du conflit d'intérêts auprès des associés. Donc, il y a un processus interne, mais c'est vrai qu'on va être peut-être un petit peu moins bloqué que dans un certain nombre de structures. Mais encore une fois, chacune des structures dans lesquelles j'ai travaillé ont eu leur mérite absolu et m'ont construit en fait professionnellement pour aboutir à quelque chose de solide. En fait, ce sont solides, je ne sais pas, mais en tout cas par strate. Voilà. Par strate, ça c'est vraiment important. Mais c'est ce qui fait la richesse de votre profil aussi. Exactement. Moi, j'aimerais vous poser la question de cette spécialité sur le sport, puisque vous avez parlé fiscalité, mais d'où vous est venu, vous aviez une passion initiale pour le sport. J'ai une chance inouïe. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire, sans les nommer bien sûr, mais qui sont vos clients? Qu'est-ce que vous faites du coup sur cette spécialité? J'ai une chance inouïe parce que vous m'avez interrogé au début sur la raison pour laquelle je voulais être avocat. Oui. Si on remonte de quelques années, sans vous parler de mes histoires de lycée et d'école, j'ai toujours été passionné par le sport. J'ai toujours lu l'Équipe bien avant tous les autres journaux. Maintenant, c'est très pratique et très facile de lire l'Équipe. Mais avant, quand vous êtes en vacances à l'étranger, il y a 2 numéros dans un kiosque, dans un endroit. Il faut se lever à 6 heures du matin. C'était très, très compliqué. Mais je me le suis fait voler sur la plage tellement c'était important, etc. Donc, j'ai toujours été passionné de sport et particulièrement de football depuis mon plus jeune âge. Et ce qui m'a amené non seulement à m'intéresser à la pratique, mais essayer de comprendre aussi quel était l'écosystème autour de ça. Ça m'intéressait de savoir qui étaient les dirigeants de clubs, de lire des interviews de présidents de fédération, de comprendre comment fonctionnait un petit peu un stade. Enfin, moi j'ai toujours été le samedi soir à l'époque, j'allais au Parc des Princes et le dimanche matin on jouait au Parc de Sceaux avec des amis au foot. Donc il y avait toujours cette cohérence dans cet intérêt-là, et je m'intéressais, en plus, à l'époque, que je vieillis, mais à l'époque, il y avait un accès beaucoup moins facile à tout ce qui était retransmission. Quand il s'agissait de voir l'US Open, c'était la nuit, ça l'est toujours, mais là, on était devant son écran, je me suis endormi, je voyais la mire, j'attendais un match de Noah, puis je me réveillais, le match était fini, évidemment, je m'étais endormi. Enfin, bon, il y avait un certain nombre de choses, mais il y avait un accès un peu magique aussi à l'information, puisque on avait toujours on avait quasiment le compte-rendu le lendemain lorsque c'était à l'étranger. Bon, donc il y avait un côté assez magique de l'information sportive lorsqu'elle n'était pas en France, et beaucoup de sports m'intéressaient, le foot, le tennis, la Formule 1, le volley, la boxe, enfin, parce que à chaque fois il y avait ces histoires assez magiques de la relation à l'athlète. Je me souviens très bien, en 83, le dimanche après-midi, il y a la finale Noah Vilander. Ma sœur rentre dans ma chambre, qui n'avait pas une grande passion pour le sport. Elle me dit, tiens, je suis invité cet après-midi à la finale.
Noah Vilander. Je dis, mais non, tu peux pas être invité. Ça t'intéresse pas, c'est pas possible. Si, j'y vais. Bon, il y a été, c'était magnifique. Mais moi, je me disais, ah oui, l'événement est tellement magique. Donc, voilà, j'ai été baigné dans cet amour du sport et dans ce relationnel-là. Quand mon père m'amenait dans un match, c'était toujours une véritable fête pour moi, un événement. Et je suis rentré dans ce premier cabinet et j'ai eu la chance que mon équipe soit l'équipe relais de l'équipe d'audit qui auditait les comptes du PSG. Ah, mais c'était un petit peu le hasard. C'est un peu le hasard. Pas cherché forcément. C'est un petit peu le hasard, mais je ne savais pas encore à l'époque que le droit du sport pouvait prospérer, pouvait se développer, et qu'il y avait une véritable... Bon, petit à petit, j'ai la chance d'assister à une ou deux réunions auprès de fédés, auprès de ligues, grâce à ce background un petit peu naturel qui consistait à ce que je dise l'équipe, France Foot, etc., de manière naturelle, comme quelqu'un, aujourd'hui un adulte, lirait l'Express, Le Point, Les Échos, etc., naturellement. Moi, j'avais ces années historiques de connaissances, puis je continuais à m'y intéresser. Donc, si je fais le pendant avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la relation humaine et sur le fait de se dire, tiens, je connais l'écosystème, je connais l'environnement, bah, assez rapidement, les interlocuteurs techniciens dans le secteur du sport ont pu percevoir que je connaissais bien l'environnement et que ça m'était familier. Et j'ai commencé à l'époque à travailler pour un club, puis ensuite pour le syndicat des clubs professionnels de football, qui lui-même m'a donné accès à l'ensemble de ses membres, et ainsi de suite. Et puis, à un moment, j'ai beaucoup développé une relation quasi hebdomadaire avec un club dans le Nord, que j'accompagnais sur différents sujets. J'ai pu négocier pour leur compte le bail amphithéotique de leur stade, créer un certain nombre de filiales de développement, enfin les accompagner sur un certain nombre de sujets juridiques et fiscaux, me former également avec eux, les former à un certain nombre de sujets juridiques et fiscaux. On a eu la chance à ce moment-là aussi que le régime fiscal des impatriés soit mis en place à ce moment-là. On l'a intégré et appliqué à la pratique du football et à la pratique du rugby lorsque c'était... Et voilà, et donc on a évolué les uns et les autres avec cette matière-là. Donc c'est pour ça que je disais en préambule tout à l'heure du propos sur le sport que j'ai eu beaucoup de chance, parce que ça me permet vraiment de lier une de mes passions quotidiennes avec ma pratique, et en plus de la développer dans le sport majeur, qui est ma principale passion, en tout cas dans le sport, le football. Donc voilà, je travaille actuellement aujourd'hui pour des joueurs, pour des clubs, pour des fédérations, pour des sponsors, pour des agents, pour des investisseurs. Donc ça permet également d'avoir une bonne vision et d'avoir milliers d'anecdotes et de faire des rencontres assez magiques. Magique. Et dans ce que vous dites, en fait, vos clients, donc que ce soit les clubs, les joueurs, etc., comment est-ce que vous l'avez développé, ce réseau-là? C'est le bouche à oreille naturel? C'est la satisfaction de vos clients que lorsque, justement, vous réussissiez à leur... Alors, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs modes de développement, d'accord? Il y a effectivement le bouche à oreille, c'est-à-dire que vous êtes face à un groupe d'investisseurs, vous leur montrez un certain nombre de connaissances de l'écosystème, du mode de fonctionnement, où vous interagissez avec eux sur un certain nombre d'idées. Voilà, vous pouvez tirer des expériences aussi de vos propres dossiers et leur apporter cette connaissance-là. Vous pouvez développer, au fil de l'eau, j'ai développé aussi un réseau au travers d'associations. J'ai été cofondateur, par exemple, de l'Association des avocats en droit du sport, la ADS. Je me suis aussi pas mal impliqué dans une association qui est l'Association internationale des avocats du football, qui a été créée par un certain nombre d'autres confrères en France, à l'étranger et notamment en Amérique du Sud. Ils ont un congrès annuel. Je me rends à chacun de ces congrès-là, donc vous êtes proactif quand même. Voilà, et donc à ce moment-là, on peut rencontrer ses confrères dans différents pays qui ont une spécialité en tant qu'avocat du football. Ce type de congrès, ce sont des think tanks aussi, de réflexion. Il y a la réflexion autour de je suis un avocat plaidant et je traite des dossiers, par exemple, devant le tribunal arbitral du sport, mais il y a aussi tout un pendant de business et de développement autour des cas de dopage, ou par exemple des cas de reprise ou de vente de clubs, ou des cas de droit d'image. Donc on essaye de développer dans ces congrès-là
un ensemble de réflexions et de réseaux autour d'un certain nombre de thématiques et de matières qui font que vous-même, vous créez un réseau soit en France, soit à l'étranger de confrères, et les dossiers se développent de cette manière-là. Troisième voie de développement, c'est les articles, c'est-à-dire qu'on peut se faire connaître par les articles, et je mettrai ça en balance avec aussi le fait que j'ai eu la chance d'être intervenant régulier dans des facs, en master de droit du sport, que ce soit à Paris, à Lille, à Aix-Marseille, etc. Et là, donc, vous transmettez votre matière, vous transmettez votre savoir-faire, en fait, vos expériences à un certain nombre d'étudiants. Donc déjà, ça vous permet, ça vous autorise, enfin, ça vous met dans une situation de décryptage d'une matière face à des gens qui, pendant leur année de formation, vont voir des aspects en droit social, en droit des assurances, en droit de la responsabilité, en droit des sociétés, et puis par exemple en droit fiscal. Donc ça vous permet aussi d'être dans un exercice en fait de pédagogie en fait de votre matière. Ça c'est le premier élément. Et il ne faut pas se cacher, ça a été une zone de développement client, pas neutre. Oui, parce qu'en fait, ce sont des étudiants qui sont en dernière année de fac. Donc, à un moment, ils vont basculer assez rapidement dans la vie professionnelle. Et j'ai plusieurs exemples au fil de l'eau d'anciens étudiants qui sont devenus clients, des clients réguliers. Incroyable. Donc, vous voyez, le panel de développement, c'est les expériences. Il y a certainement parfois un peu de chance. Il y a la relation humaine, il y a l'interaction aussi. Hier, j'ai déjeuné avec une cliente qui est en phase de départ dans son entreprise et elle veut rester dans le sport. Donc l'idée aussi, c'est, tiens, peut-être qu'on peut te mettre en contact avec telle et telle personne, peut-être que à ce que tu as pensé à. Et donc le réseau se crée et puis il y a des interactions. On commence à être reconnu ou connu dans un certain nombre de typologies de matières. Moi, c'est essentiellement droit et fiscalité du sport. Donc, j'ai une base fiscale assez riche en matière de transactionnelle et maintenant exclusivement patrimoniale, qu'elle soit française ou internationale. Je fais beaucoup de contrôle et de contentieux fiscal. Et donc, ça peut être également transversal en termes de matière. Je prends un joueur, par exemple, un sportif professionnel qui a un contrôle fiscal. Là, je suis à la croisée finalement de mes deux compétences, le fiscal et le contentieux notamment, et la dynamique sportive, ce qui fait que là, on peut avoir une pédagogie vis-à-vis de l'administration fiscale en leur disant, sur ces matières-là, sachez que la norme et le mode opératoire, c'est celui-là, et là, ensuite, on peut appliquer la règle fiscale. Donc là, on arrive vraiment à créer une interaction entre une pratique, une matière, et un écosystème et un environnement, et un certain nombre de règles. Quand j'ouvre le Code général des impôts, il n'y a pas une section droit du sport. Donc on applique vraiment à la matière sportive les éléments, on y adapte les éléments fiscaux et on les traite et on les adapte. Mais c'est pour ça qu'il y a cette interaction assez forte sur cette dynamique-là. Et par exemple, et là la boucle va être presque bouclée, comme je développe une activité en fiscalité patrimoniale. Lorsque vous avez un lien avec un joueur, par exemple, là, vous pouvez l'accompagner sur des sujets patrimoniaux personnels, tout en l'accompagnant sur des sujets sportifs. J'ai un exemple, je travaille pour un joueur, qui est un joueur qui a une certaine renommée, mais au-delà de ça, il a un niveau de carrière qui l'ont amené à un niveau de contractuel très intéressant. Il est en renégociation, je peux l'accompagner sur sa renégociation de contrat, mais je peux également l'accompagner sur le développement de ses investissements. Il y a un investissement en promotion immobilière, un investissement hors de France. Il a un projet ou pas de racheter un club. Vous voyez, ça peut être un exemple. Son interlocuteur privilégié. Exactement, tout en étant finalement un sort de mini family office pour lui, puisqu'il y a des matières sur la promotion immobilière. Je vais solliciter mes associés en immobilier. Sur un sujet d'investissement hors de France, je vais aller solliciter mon associé en grand projet. Donc là aussi, on en revient à l'aspect finalement développement interne des matières et de pouvoir travailler en strate. Je travaille en strate sur la fiscalité patrimoniale, je travaille en strate s'il a un sujet de contentieux, de contrôle fiscal, et dans un environnement qui peut être le sport. Maintenant, on peut être amené à faire de la fiscalité patrimoniale hors sport, et heureusement.
tout ça a l'air d'être très bien orchestré, en tout cas. Enfin, vous avez une couverture à 360 degrés, en fait, des besoins des clients. Oui, non, mais c'est très bien. Mais de ce que vous me dites, votre parcours a eu l'air d'être très fluide, en fait, sur différents sujets, de par vos différentes expériences, mais enfin, la glissée vers l'association a eu l'air d'être très fluide. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette posture un petit peu d'associé que l'on doit prendre, ce changement du conseil? Je ne sais pas si vous avez été conseil entre-temps, parce qu'on n'a pas tout décortiqué dans votre parcours, bien entendu. Mais comment, justement, est-ce qu'on prend ce costume d'associé? Quels sont les changements? Quels sont les nouveaux enjeux, même d'un point de vue entrepreneurial, en fait, quand on devient associé? Même si vous y avez partiellement répondu à plusieurs reprises par ces doubles aspects de apporteur d'affaires, etc. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour vous et qu'est-ce qui était important à ce moment-là? Alors, déjà, comment on y arrive? Je pense qu'il faut y arriver en s'intéressant un petit peu à ce qui se passe au-dessus quand on est en dessous. Déjà. Très bonne réponse. Et ça, je pense que les collaborateurs le font pas assez. D'accord. Alors, soit parce qu'ils n'en voient pas la raison, mais c'est vrai qu'on m'a assez peu interrogé. J'ai eu de nombreux collaborateurs dans ma carrière, mais on m'a assez peu interrogé sur qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver, comme si c'était un peu un sujet tabou. C'est parfait qu'on en parle. Voilà, oui, absolument. Qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Comment on peut se développer? Qu'est-ce que je peux faire? Observer, c'est intéressant d'observer aussi, parce que quand on est en réunion, en général, en tant que collab, on est là simplement, entre guillemets, pour écouter, prendre des notes, réagir, ou pas. Moi, je demande souvent à mes collaborateurs en réunion de pas nécessairement réagir directement dans la réunion, mais d'interagir avec moi pour que s'ils pensent à quelque chose auquel j'ai pas pensé, bah bravo. S'ils veulent attirer mon attention sur un point, bah bravo. S'ils veulent au contraire qu'on ait un petit brainstorming, et moi je me penche assez souvent vers eux en me disant tiens, qu'est-ce qu'on pourrait penser à ce moment-là pour voir si on cadre les choses. Donc c'est déjà interagir au moment où on peut interagir et être vraiment pas spectateur. C'est déjà le premier point, ne pas être spectateur. Ils le sont pas tous, hein, mais voilà, s'inscrire déjà dans une dynamique et comprendre quel est le besoin. Quel est le besoin? Et le besoin n'est pas que fiscal dans ma matière. Le besoin est d'intégrer la fiscalité à un certain nombre de réflexions ou de projets ou de dynamique du client. Bon. Donc, c'est déjà s'intéresser à ce qui peut se passer, au-dessus. Et ensuite, alors comment on y arrive? Je crois qu'il faut avoir un minimum de fibre commerciale ou la développer. Et ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend au fil de l'eau dans la relation humaine en disant tiens, je propose. Il y a l'évaluation des honoraires. On se plante tous à un moment dans un sens ou dans un autre. On commence un peu à mieux défendre aussi le niveau d'honoraires que l'on veut proposer. C'est un métier de strat. Il y a un peu de chance, un peu de génie, un peu de beaucoup de strates d'expérience. Mais je pense qu'il faut assez vite se frotter à... Moi, ma première cliente, c'était une prof de danse à la salle Pleyel qui comprenait rien à la façon de déclarer ses impôts. Elle était très, très âgée et elle continuait à travailler et vraiment, je l'accompagnais, voilà. Mais j'ai compris ce que je devais faire, c'est-à-dire la soulager d'un certain nombre de choses, l'accompagner, mais aussi comprendre à ce moment-là qu'il fallait que je lui parle un peu de son travail et à quel point ça devait être difficile de continuer à son âge, etc. Bien sûr, et donc, de l'empathie. Oui. Voilà, et donc on commence à développer quelque chose. On comprend aussi que notre matière est technique, extrêmement technique, et que ce qui est évident pour nous l'est pas pour eux. Et donc il faut les accompagner jusque où est-ce qu'on signe, comment on envoie, qu'est-ce qu'on fait, et on s'aperçoit que ces éléments de je prends le client par la main, c'est pas que je l'infantilise, encore une fois, c'est au contraire que je le soulage. Bien sûr. Moi, je constate bien souvent que quand je suis dans des matières techniques, je parle à un informaticien, je parle à un assureur, je parle à un banquier, ils ont tous leur jargon. On a tous nos jargons. Mais quand il s'agit de rentrer dans le processus opérationnel, on est un peu perdu. Donc, il faut l'accompagner dans sa prise de décision, dans son analyse technique. Il faut lui décrypter l'analyse technique, l'accompagner dans ce que ça veut dire et ensuite dans sa mise en œuvre. Et cette partie-là, je pense qu'on peut la prendre de manière un petit peu moins brutale si on le fait au fil de l'eau. Ouais. On commence sa carrière à 25, 28 ans, 30 ans, ça dépend, ce qu'on a fait avant, et petit à petit, régulièrement, se dire, tiens, et dans son interaction sociale, se dire,
sans être au quotidien dans la recherche du client, mais on a tous des interactions sociales qui peuvent faire que ah tiens, j'ai eu un contrôle fiscal, bah écoute, si tu veux, je peux le regarder, ou si tu veux, on peut en parler, ou attention, tu sais que tu as un délai de réponse de temps, est-ce que tu as fait ah bon, on m'a déjà dit ça. Je suis pas rentré dans la technique, je lui ai rien vendu, mais j'ai déjà pu lui dire qu'il y avait tel et tel sujet déjà auquel il faut faire attention. Bien sûr. Donc il y a tous ces éléments-là, donc je pense que ça se construit. Ensuite, pour revenir à votre question qui était de comment on se projette d'un moment à l'autre, moi j'ai eu la chance d'être non pas counsel mais responsable de département, puisqu'à un moment il n'y avait pas, dans le cabinet où j'étais, il n'y avait pas des grades internes d'associés non encore equity. Et donc c'est vrai que là on a la protection de l'associé, on l'a plus. Donc on est dans le grand bain. Ouais, on saute dans le grand bain et on doit prendre des positions. Et donc on l'apprend avec le soutien de ses collaborateurs, sa réflexion, ses propres expériences. J'avoue que j'ai pu prendre des conseils externes aussi, et parfois à ce moment-là, chez des amis qui étaient au même niveau, voire mes anciens associés. Et petit à petit, on se forge une expérience, une confiance qui fait que on comprend, on fait attention, on est peut-être moins fougueux dans l'expression de la solution, où on l'encadre plus par un certain nombre d'éléments de fait qui vont dire bon, dans ce cadre-là, ça pourrait fonctionner. Attention, si il y a une évolution de cet environnement, il va se passer telle et telle chose. Voilà. Et petit à petit, les choses se construisent. Maintenant, c'est vrai qu'on découvre un nouveau monde qui est vraiment, comme je vous le disais, la captation, la proposition de service, parfois la défense de la proposition de service. Moi, je demande toujours à mes collaborateurs, quand ils préparent une proposition de service, va jusqu'au bout, fais le pricing, essaye d'estimer le montant d'honoraires. C'est important. Ah, comment on fait? C'est simple. Tu penses que tu vas y mettre 15 heures, ça veut dire que tu arrives le lundi matin, le dossier est terminé le mardi soir. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux envisager de le faire dans cette enveloppe-là? Ah, peut-être pas. Bon, alors on ajuste. Et ensuite, bon, combien d'heures tu estimes, de combien d'heures la supervision, à combien d'heures tu estimes la supervision? Attends, etc. Et on bâtit comme ça, on bâtit le budget, mais au moins on a un mode opératoire cohérent. Oui, en se disant, puis clair et transparent. J'ai considéré que j'avais 20 heures. C'est peut-être beaucoup, c'est peut-être pas assez, mais ça veut dire, attention, hein, je te le donne lundi, mercredi soir, c'est parti. C'est parti, peut-être mercredi midi. Ah oui, bon, peut-être pas, parce que là, je vais avoir 2 jours de recherche, 1 jour de rédaction, et on a la supervision derrière. Bon, donc on commence à élaborer ça. Donc on a la captation, la proposition de service, la défense de la proposition de service, tout ça étant lié à la définition de la mission et aux honoraires. Ensuite, idéalement, l'accord. Donc là, on commence à déléguer soit à son senior, soit à son junior, soit à la personne avec laquelle on travaille régulièrement. Et là, se joue l'interaction entre l'analyse technique, la rédaction, et on envoie où on va défendre le dossier ou le point de vue en réunion ou devant l'administration fiscale me concernant, puisqu'on a dans le cadre de mon activité en matière de contentieux et de contrôle fiscal, il y a beaucoup d'interactions avec l'administration fiscale. Et donc à ce moment-là, on est en défense du point de vue ou on est en explication du point de vue avec tout ce qu'on a pu anticiper, tout ce qu'on a pu rechercher, tout ce qu'on a pu revoir. Et petit à petit, on s'installe dans le costume, mais c'est une découverte permanente. Oui, ça m'étonne pas. J'entends aussi souvent chez les collaborateurs que certains ont eu la chance d'être formés par un mentor. Je pense que le management aussi, enfin la façon dont on est formé par un avocat associé avant peut-être soi-même de le devenir, c'est aussi quelque chose qui est très précieux dans la carrière d'un avocat. C'est très important. Moi, j'observais beaucoup la façon dont les associés géraient la relation hors dossier. C'est-à-dire hors dossier, c'est-à-dire que je me souviens d'un associé en audit cette fois-ci, il avait dit on ne peut pas être dans ce métier si on ne rappelle pas dans la journée un client qui vous a appelé. C'est intéressant et c'est pas faux. Et bien souvent, alors je dis pas on peut le rappeler le lendemain, c'est pas nécessairement, mais ce qui est intéressant, c'est déjà de répondre. Vu, merci, je reviens vers vous. Ou je suis en réunion ce matin. Je reviens vers vous dans tant de temps. Je reviens vers vous. De manière à ce que lui se sente écouté, rassuré. Il y a aussi
un déjeuner, on n'a pas nécessairement quelque chose à lui dire, mais on entretient la relation, on est au courant des évolutions de son poste, on est au courant des évolutions au sein de l'entreprise. Il peut nous poser des questions sur ce qu'il y a en ce moment dans son secteur et dans notre environnement. Donc ça, j'ai beaucoup appris et beaucoup observé sur la façon d'interagir hors dossier. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, la façon d'interagir sur un... Nous, quand on est collaborateur, à un moment, on est embrouillé par tout ce qu'on a vu, lu et tout ce qu'on doit synthétiser. Et c'était très intéressant tout d'un coup de voir l'associé à ce moment-là dire « je vais à ce point-là, je prends ce point-là, je le combine et je le retranscris au client ». Donc ça, il faut apprendre à synthétiser, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à maîtriser ce qu'on écrit et à avoir 2 éléments très forts, le message, la recommandation. Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme information? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le message? Quelle est la recommandation? À un moment, ils viennent nous voir pour avoir une réponse technique, mais aussi savoir quoi faire. Bien sûr. Donc à un moment, quand on peut, parce que parfois il y a une solution A, une solution B et des alternatives, et là on va travailler plus sur un arbre de décision. On va à gauche, il se passe ça, on va au milieu, il se passe ça, on va à droite, il se passe ça. Comment on va arbitrer ou comment on va arbitrer avec le client. Mais c'est très important de pouvoir être dans un schéma. J'utilise souvent cette image de l'entonnoir où on vient et petit à petit on va essayer de travailler sur une solution unique ou alors en silo parce qu'on a cette réflexion. Dans cette voie-là, on pourrait réfléchir de telle et telle manière. Dans cette voie-là, on pourrait réfléchir de telle et telle manière et essayer que le client, lui, soit accompagné dans son choix. Donc, premier niveau, c'est essayer de regarder la façon dont on gère hors dossier. Ensuite, de regarder et d'analyser la façon dont l'associé gère la relation client. Il y a des associés qui sont plus ou moins dynamiques, d'autres directifs, d'autres plutôt accompagnateurs. Et on voit aussi la relation, on voit aussi la réaction du client qui aime être plutôt dirigé ou plutôt avoir sa propre opinion et puis être plus interrogatif ou questionné. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Oui, moi j'ai eu plusieurs mentors et heureusement, donc c'est comme ça qu'on peut y arriver. Mais il faut aussi beaucoup écouter le collaborateur. Je pense qu'il a pas mal de bonnes idées et surtout il vit un monde différent souvent en termes d'âge et en termes d'expérience. Donc c'est intéressant de confronter ça. On parlait de l'IA tout à l'heure. Bon, bah, évidemment, ce sont eux qui peuvent aujourd'hui nous amener un peu plus de connaissances et d'utilisation de cette technologie. Donc voilà, je pense que vraiment, gestion hors dossier, gestion du dossier, et puis peut-être la gestion humaine dans le cadre du cabinet aussi, la gestion du stress, essayer de... Alors, je pense qu'il est assez facile de gérer son stress si l'environnement lui-même vous accompagne. Sous-entendu, chacun fait son boulot au bon moment. On est quand même dans un métier de délai, très très souvent, qui soit imposé par la législation, qui soit imposé par les audiences ou qui soit imposé par le client. C'est un métier de délai. Donc c'est un métier d'anticipation, c'est un métier de préparation, c'est un métier dans lequel... s'il y a une audience à 14h, à 16h, voilà, il fallait être prêt à 11h, il ne fallait pas être prêt pour 14h, il ne fallait pas être prêt à 16h. Donc voilà, on a tous ces éléments d'anticipation et je pense qu'à un moment, oui, on jongle avec tous ces paramètres pour délivrer une solution, une recommandation et être le plus professionnel possible. Bien sûr. Dans tout ce que vous avez dit, je retiens beaucoup, moi, l'humain, que ce soit l'humain avec le collaborateur, dans la façon de le suivre, dans la façon de l'écouter, mais aussi avec le client, savoir s'adapter à son interlocuteur, savoir être pédagogue, utiliser un jargon qui est accessible pour lui, se mettre aussi un petit peu à sa place, avoir de l'empathie. Et je pense que, effectivement, dans toute profession, d'ailleurs confondue, pas que chez les avocats, ce sont des qualités qui sont vraiment importantes et qui font aussi la différence face à 2 personnes qui vont être à un même niveau de technicité. Pourquoi on va choisir Probablement. une plus que l'autre? Vous m'avez souvent entendu parler de décryptage. Voilà, je pense que c'est vraiment une part du secret d'un bon professionnel, de quelqu'un qui va réunir tout un ensemble d'éléments techniques
et qui va d'une part les expliquer, mais qui va pouvoir les adapter à la situation de son client, qui, in fine, n'oublions pas, vous paye. Bien sûr. Et donc, et il y a un niveau de technicité, mais s'il n'a pas compris ou s'il estime qu'on n'a pas répondu à son problème, je demande assez souvent, ou je suis assez favorable, par exemple, à ce que mes clients m'accompagnent dans mes relations avec l'administration fiscale lorsqu'il y a une réunion. On peut avoir des réunions avec l'inspecteur, par exemple, ou avec ce qu'on appelle son supérieur hiérarchique, dans le jargon de chef de brigade, par exemple. Je pense que c'est parfois assez intéressant que notre client, qui est le contribuable à la fin, qui va devoir, le cas échéant, s'acquitter d'un impôt supplémentaire, d'une pénalité, d'une majoration, puisse aussi comprendre l'environnement dans lequel son dossier est traité. Par qui, sur quelle analyse, pourquoi il lui reproche ceci ou cela, et vis-à-vis de qui il travaille. Ça permet ensuite de bien comprendre lorsqu'on lui reparle du dossier, et je l'ai fait hier avec un client dans le cadre d'un recours hiérarchique, où vraiment il a compris un certain nombre de choses, tout simplement dans la capacité qu'il a eu à échanger avec le supérieur hiérarchique de l'inspecteur avec lequel on traite. Donc, oui, je pense que c'est un métier humain, c'est un métier de relations humaines, même si la matière peut être un peu aride et technique. Il faut justement tenter de la faire vivre et tenter d'expliquer que, là, dans tel et tel cas, oui, vous avez mis de l'argent en compte courant, mais est-ce que vous allez le récupérer quand, à quoi il va servir? En face, vous avez un associé qui n'a pas mis cet argent-là, donc est-ce que ça vous donne un pouvoir supplémentaire? Enfin, et c'était pas simplement, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai demandé à ce que le virement soit effectué. C'est tout l'environnement de votre réalité économique, personnelle, et cet élément-là humain et cet élément de décryptage et d'accompagnement est d'autant plus important que ma matière, c'est la fiscalité patrimoniale, donc essentiellement à destination de dirigeants, de managers, de familles, de personnalités, d'entrepreneurs. Donc on ne s'adresse pas, ou moins que d'autres, à des entités cabinets face à entreprises. On est cabinet, avocat, face à des personnes physiques qui ont un sujet fiscal qui s'intègre, alors qui est soit exclusivement fiscal, soit qui s'intègre dans une problématique beaucoup plus large de contentieux familial, de contentieux personnel, de désengagement d'une partie de la famille d'une activité professionnelle, d'un business, de transmission. À qui je transmets? Est-ce que je transmets directement à mes enfants ou est-ce que je fais une transmission transgénérationnelle? Voilà, tous ces éléments-là, à un moment, on sait que ça aboutit à des relations humaines et à de l'interaction, peut-être beaucoup plus que lorsqu'on va travailler pour un grand groupe où la décision est certes tout aussi importante, mais dans un environnement d'entreprise avec des choix stratégiques différents, etc. Donc oui, il est évident qu'à un moment, il faut ramener les choses à des explications et à une interaction humaine. Oui. Bah, écoutez, Jacques, c'était un très beau mot de la fin. Je vous remercie en tout cas d'être passé sur ce podcast. J'espère que vos confrères ont appris beaucoup de choses, comme moi j'en ai pu en apprendre. En tout cas, merci pour ce partage d'expérience et votre parcours que je trouve vraiment admirable à de nombreux égards. Merci Maya, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.